France Culture, bienvenue à tous, il est 17h. Bonjour à tous. En français dans le texte se propose de vous faire écouter les plus belles pages de la littérature française, écouter et réviser pour les moins de 18 ans, en faisant vivre et revivre les grands textes de notre patrimoine littéraire, mais aussi parfois philosophique et historique, lus par de grands comédiens et analysés de manière experte en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, L'ingénu de Voltaire. Autour de 17h30, en français dans le texte continue avec la grande dictée de Rachid Santaki. Aujourd'hui, l'imagination de Jules Verne à l'honneur et comme un clin d'œil au dessinateur de bande dessinée Jules, notre invité, qui se met à la dictée aujourd'hui. Puis à 17h55, l'anagramme d'Étienne Klein, le jeu de mots de notre malicieux physicien pour la minute de fin, à écouter sur France Culture, bien sûr. France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert. L'ingénu de Voltaire nous offre plusieurs surprises au fil du récit. C'est le cas dans le passage que vous allez entendre des chapitres 13 à 15. Nous suivons le héros, séparé de son amante. Il traverse alors les provinces françaises, de la Bretagne jusqu'à la Bastille, entre les chapitres 7 à 12. Interrompant ce fil, le chapitre 13 nous ramène en arrière à la découverte des aventures de la belle Saint-Yves, son amante, fuyant un mariage arrangé avec le grand Bennet, comme l'écrit l'auteur, grand Bennet qu'on lui promettait pour partir à la recherche de son amant. On ne la retrouve ensuite qu'au chapitre 15 et au suivant. Après cette échappée pleine de promesses, on voit se refermer le piège dans lequel elle fonce, tête baissée. S'intercale, au chapitre 14, le temps et le lieu de l'ingénu, dans la prison où nous l'avions laissé et où nous assistons à l'éclosion d'un merveilleux paradoxe, un Huron renaissant sauvage des Lumières. Les intrigues s'entremêlent, la narration perd son fil pour présenter en miroir et souligner les temps forts de deux parcours parallèles que les destinées vont séparer. L'un va acquérir durablement les vertus de l'esprit, tandis que l'autre, son pendant féminin, n'a d'autre choix que de se précipiter dans le piège d'un monde construit par les normes sociales. On écoute la lecture fine et articulée de cet extrait de l'ingénu de Voltaire par le comédien Michel Lescaut et on se retrouve dans une dizaine de minutes pour l'analyser. Cependant, le maudit bailli pressait le mariage de son grand Bennet de fils avec la belle Saint-Yves, qu'on avait fait sortir exprès du couvent. Elle aimait toujours son cher filleul autant qu'elle détestait le mari qu'on lui présentait. L'affront d'avoir été mise dans un couvent augmentait sa passion. L'ordre d'épouser le fils du bailli y mettait le comble. Les regrets, la tendresse et l'horreur bouleversaient son âme. L'amour, comme on sait, est bien plus ingénieux et plus hardi dans une jeune fille que l'amitié ne l'est dans un vieux prieur et dans une tante de 45 ans passés. De plus, elle s'était bien formée dans son couvent par les romans qu'elle avait lus à la dérobée. La belle Saint-Yves se souvenait de la lettre qu'un garde du corps avait écrite en Basse-Bretagne et dont on avait parlé dans la province. Elle résolut d'aller elle-même prendre des informations à Versailles, de se jeter aux pieds des ministres, si son mari était en prison, comme on le disait, et d'obtenir justice pour lui. Je ne sais quoi l'avertissait secrètement qu'à la cour, on ne refuse rien à une jolie fille. Mais elle ne savait pas ce qu'il en coûtait. Sa résolution prise, elle est consolée, elle est tranquille, elle ne rebute plus son sot prétendu, elle accueille le détestable beau-père, caresse son frère, répand l'allégresse dans la maison. Puis, le jour destiné à la cérémonie, elle part secrètement à 4 heures du matin avec ses petits présents de noces et tout ce qu'elle a pu rassembler. Ces mesures étaient si bien prises qu'elle était déjà à plus de 10 lieues lorsqu'on entra dans sa chambre vers le midi. La surprise et la consternation furent grandes. L'interrogeant bailli fit ce jour-là plus de questions qu'il n'en avait fait dans toute la semaine. Le mari resta plus sot qu'il ne l'avait jamais été. L'abbé de Saint-Yves, en colère, prit le parti de courir après sa sœur. Le bailli et son fils voulurent l'accompagner. Ainsi, la destinée conduisait à Paris presque tout ce canton de la Basse-Bretagne.
La belle Saint-Yves se doutait bien qu'on la suivrait. Elle était à cheval, elle s'informait adroitement des courriers s'ils n'avaient point rencontré un gros abbé, un énorme bailli et un jeune benêt qui couraient sur le chemin de Paris. Ayant appris au 3e jour qu'il n'était pas loin, elle prit une route différente et eut assez d'habileté et de bonheur pour arriver à Versailles, tandis qu'on la cherchait inutilement dans Paris. Mais comment se conduire à Versailles? Jeune, belle, sans conseil, sans appui, inconnue, exposée à tout, comment oser chercher un garde du roi? Elle imagina de s'adresser à un jésuite du bas étage. Il y en avait pour toutes les conditions de la vie. Comme Dieu, disait-il, a donné différentes nourritures aux diverses espèces d'animaux, il avait donné au roi son confesseur, que tous les solliciteurs de bénéfices appelaient le chef de l'église gallicane. Ensuite venaient les confesseurs des princesses, les ministres n'en avaient point, ils n'étaient pas si sots. Il y avait les jésuites du grand commun et surtout les jésuites des femmes de chambre par lesquelles on savait les secrets des maîtresses. Et ce n'était pas un petit emploi. La belle Saint-Yves s'adressa à un de ces derniers, qui s'appelait le Père tout à tous. Elle se confessa à lui exposa ses aventures, son état, son danger, et le conjura de la loger chez quelque bonne dévote qui la mit à l'abri des tentations. Le Père tout à tous l'introduisit chez la femme d'un officier du Gobelet, l'une de ses plus affidées pénitentes. Dès qu'elle y fut, elle s'empressa de gagner la confiance et l'amitié de cette femme. Elle s'informa du garde breton et le fit prier de venir chez elle. Ayant su de lui que son amant avait été enlevé après avoir parlé à un premier commis, elle court chez ce commis. La vue d'une belle femme l'adoucit, car il faut convenir que Dieu n'a créé les femmes que pour apprivoiser les hommes. Le plumitif attendri lui avoua tout. Votre amant est à la Bastille depuis près d'1 an, et sans vous, il y serait peut-être toute sa vie. La tendre Saint-Yves s'évanouit. Quand elle eut repris ses sens, le plumitif lui dit « Je suis sans crédit pour faire du bien. Tout mon pouvoir se borne à faire du mal quelquefois. Croyez-moi, allez chez monsieur de Saint-Pouange qui fait le bien et le mal, cousin et favori de monseigneur de Louvois. Ce ministre a 2 âmes, monsieur de Saint-Pouange en est une, madame Dufresnoy l'autre. Mais elle n'est pas à présent à Versailles. Il ne vous reste que de fléchir le protecteur que je vous indique. » La belle Saint-Yves, partagée entre un peu de joie et d'extrême douleur, entre quelque espérance et de triste crainte, poursuivie par son frère, adorant son amant, essuyant ses larmes et en versant encore, tremblante, affaiblie et reprenant courage, courut vite chez monsieur de Saint-Pouange. L'ingénu faisait des progrès rapides dans les sciences, et surtout dans la science de l'homme. La cause du développement rapide de son esprit était due à son éducation sauvage presque autant qu'à la trempe de son âme. Car, n'ayant rien appris dans son enfance, il n'avait point appris de préjugés. Son entendement, n'ayant point été courbé par l'erreur, était demeuré dans toute sa rectitude. Il voyait les choses comme elles sont, au lieu que les idées qu'on nous donne dans l'enfance nous les font voir toute notre vie comme elles ne sont point. « Vos persécuteurs sont abominables, » disait-il à son ami Gordon. « Je vous plains d'être opprimé, mais je vous plains d'être janséniste. Toute secte me paraît le ralliement de l'erreur. Dites-moi s'il y a des sectes en géométrie. »« Non, mon cher enfant, lui dit en soupirant le bon Gordon, tous les hommes sont d'accord sur la vérité quand elle est démontrée, mais ils sont trop partagés sur les vérités obscures. Dites sur les faussetés obscures. S'il y avait eu une seule vérité cachée dans vos amas d'arguments qu'on ressasse depuis tant de siècles, on l'aurait découverte sans doute, et l'univers aurait été d'accord au moins sur ce point-là. Si cette vérité était nécessaire comme le soleil l'était la terre, elle serait brillante comme lui. C'est une absurdité, c'est un outrage au genre humain, c'est un attentat contre l'être infini et suprême de dire « il y a une vérité essentielle à l'homme et Dieu l'a cachée ». Tout ce que disait ce jeune ignorant, instruit par la nature, faisait une impression profonde sur l'esprit du vieux savant infortuné. « Serait-il bien vrai, s'écria-t-il, que je me fusse rendu malheureux pour des chimères ? Je suis bien plus sûr de mon malheur que de la grâce efficace. J'ai consumé mes jours à raisonner sur la liberté de Dieu et du genre humain, mais j'ai perdu la mienne. Ni saint Augustin, ni saint Prosper ne me tireront de l'abîme où je suis. » L'ingénu, livré à son caractère, dit enfin « Voulez-vous que je vous parle avec une confiance hardie ?
Ceux qui se font persécuter pour ces vaines disputes de l'école me semblent peu sages. Ceux qui persécutent me paraissent des monstres. Les deux captifs étaient fort d'accord sur l'injustice de leur captivité. « Je suis 100 fois plus à plaindre que vous, disait l'ingénu. Je suis né libre comme l'air. J'avais 2 vies. La liberté est l'objet de mon amour. On me les ôte. Nous voici tous deux dans les fers, sans savoir la raison et sans pouvoir la demander. J'ai vécu Huron 20 ans. On dit que ce sont des barbares parce qu'ils se vengent de leurs ennemis, mais ils n'ont jamais opprimé leurs amis. À peine ai-je mis le pied en France que j'ai versé mon sang pour elle. J'ai peut-être sauvé une province, et pour récompense, je suis englouti dans ce tombeau des vivants, où je serais mort de rage sans vous. Il n'y a donc point de loi dans ce pays? On condamne les hommes sans les entendre? Il n'en est pas ainsi en Angleterre? Ah, ce n'était pas contre les Anglais que je devais me battre. Ainsi, sa philosophie naissante ne pouvait dompter la nature outragée dans le premier de ses droits, et laissait un libre cours à sa juste colère. Son compagnon ne le contredit point. L'absence augmente toujours l'amour qui n'est pas satisfait, et la philosophie ne le diminue pas. Il parlait aussi souvent de sa chair saintive que de morale et de métaphysique. Plus ses sentiments s'épuraient, et plus il l'aimait. Il lut quelques romans nouveaux. Il en trouva peu qui lui peignissent la situation de son âme. Il sentait que son cœur allait toujours au-delà de ce qu'il lisait. « Oh, disait-il, presque tous ces auteurs-là n'ont que de l'esprit et de l'art. » Enfin, le bon prêtre janséniste devenait insensiblement le confident de sa tendresse. Il ne connaissait l'amour auparavant que comme un péché dont on s'accuse en confession. Il apprit à le connaître comme un sentiment aussi noble que tendre, qui peut élever l'âme autant que l'amollir, et produire même quelquefois des vertus. Enfin, pour dernier prodige, un Huron convertissait un janséniste. La belle Saint-Yves, plus tendre encore que son amant, alla donc chez Monsieur de Saint-Pouange, accompagnée de l'ami chez qui elle logeait, toutes deux cachées dans leur coiffe. La première chose qu'elle vit à la porte, ce fut l'abbé de Saint-Yves, son frère, qui en sortait. Elle fut intimidée, mais la dévote amie la rassura. « C'est précisément parce qu'on a parlé contre vous qu'il faut que vous parliez. Soyez sûr que, dans ce pays, les accusateurs ont toujours raison, si on ne se hâte de les confondre. Votre présence, d'ailleurs, où je me trompe fort, fera plus d'effet que les paroles de votre frère. Pour peu qu'on encourage une amante passionnée, elle est intrépide. » La Saint-Yves se présente à l'audience. Sa jeunesse, ses charmes, ses yeux tendres mouillés de quelques pleurs, attirèrent tous les regards. Chaque courtisan du sous-ministre oublia un moment l'idole du pouvoir pour contempler celle de la beauté. Le Saint-Pouange la fit entrer dans un cabinet. Elle parla avec attendrissement et avec grâce. Saint-Pouange se sentit touché. Elle tremblait, il la rassura. « Revenez ce soir, lui dit-il. Vos affaires méritent qu'on y pense et qu'on en parle à loisir. Il y a ici trop de monde, on expédie les audiences trop rapidement. Il faut que je vous entretienne à fond de tout ce qui vous regarde. » Ensuite, ayant fait l'éloge de sa beauté et de ses sentiments, il lui recommanda de venir à 7 heures du soir. Elle n'y manqua pas. La dévote amie l'accompagna encore, mais elle se tint dans le salon et lut le pédagogue chrétien pendant que le Saint-Pouange et la belle Saint-Yves étaient dans l'arrière-cabinet. « Croiriez-vous bien, mademoiselle, lui dit-il d'abord, que votre frère est venu me demander une lettre de cachet contre vous? En vérité, j'en expédierais plutôt une pour le renvoyer en Basse-Bretagne. » « Hélas, monsieur, on est donc bien libéral de lettres de cachet dans vos bureaux, puisqu'on en vient solliciter du fond du royaume, comme des pensions. Je suis bien loin d'en demander une contre mon frère. J'ai beaucoup à me plaindre de lui, mais je respecte la liberté des hommes. Je demande celle d'un homme que je veux épouser, d'un homme à qui le roi doit la conservation d'une province, qui peut le servir utilement, et qui est le fils d'un officier tué à son service. De quoi est-il accusé? Comment a-t-on pu le traiter si cruellement sans l'entendre? » Alors, le sous-ministre lui montra la lettre du jésuite espion et celle du perfide bailli. « Quoi? Il y a de pareils monstres sur la terre, et on veut me forcer ainsi à épouser le fils ridicule d'un homme ridicule et méchant, et c'est sur de pareils avis qu'on décide ici de la destinée des citoyens.
Elle se jeta à genoux. Elle demanda, avec des sanglots, la liberté du brave homme qui l'adorait. Ses charmes en cet état parurent dans leur plus grand avantage. Elle était si belle que le saint Pouange, perdant toute honte, lui insinua qu'elle réussirait si elle commençait par lui donner les prémices de ce qu'elle réservait à son amant. La Saintive, épouvantée et confuse, feignit longtemps de ne le pas entendre. Il fallut s'expliquer plus clairement. Un mot, lâché d'abord avec retenue, en produisait un plus fort suivi d'un autre plus expressif. On offrit non seulement la révocation de la lettre de cachet, mais des récompenses, de l'argent, des honneurs, des établissements, et plus on promettait, plus le désir de n'être pas refusé augmentait. La Saintive pleurait. Elle était suffoquée, à demi renversée sur un sofa, croyant à peine ce qu'elle voyait, ce qu'elle entendait. Le saint Pouange, à son tour, se jeta à ses genoux. Il n'était pas sans agrément et aurait pu ne pas effaroucher un cœur moins prévenu. Mais Saintive adorait son amant et croyait que c'était un crime horrible de le trahir pour le servir. Saint Pouange redoublait les prières et les promesses. Enfin, la tête lui tourna au point qu'il lui déclara que c'était le seul moyen de tirer de sa prison l'homme auquel elle prenait un intérêt si violent et si tendre. Cet étrange entretien se prolongeait. La dévote de l'antichambre, en lisant son pédagogue chrétien, disait « Mon Dieu, que peuvent-ils faire là depuis 2 heures? Jamais monseigneur de Saint-Pouange n'a donné une si longue audience. Peut-être qu'il a tout refusé à cette pauvre fille, puisqu'elle le prie encore. » Enfin, sa compagne sortit de l'arrière-cabinet, tout éperdu, sans pouvoir parler, réfléchissant profondément sur le caractère des grands et des demi-grands qui sacrifient si légèrement la liberté des hommes et l'honneur des femmes. Elle ne dit pas un mot pendant tout le chemin. Arrivée chez l'amie, elle éclata. Elle lui conta tout. La dévote fit de grands signes de croix. « Ma chère amie, il faut consulter dès demain le père Tout-à-tous, notre directeur. Il a beaucoup de crédit auprès de monsieur de Saint-Pouange. Il confesse plusieurs servantes de sa maison. C'est un homme pieux et accommodant qui dirige aussi des femmes de qualité. Abandonnez-vous à lui, c'est ainsi que j'en use. Je m'en suis toujours bien trouvé. Nous autres pauvres femmes, nous avons besoin d'être conduites par un homme. Eh bien donc, ma chère amie, j'irai trouver demain le père Tout-à-tous. » Lecture de l'ingénu de Voltaire par Michel Lescaut. Alors vous l'entendez dans ces 2 chapitres, 13 et 14 notamment, ce conte philosophique publié, rappelons-le, en 1767, inverse audacieusement les rôles traditionnellement dévolus au masculin et au féminin. À Mademoiselle de Saint-Yves, chapitre 13, le rôle de la virtus, de la malaction efficace. À l'ingénu, chapitre 14, le temps de la claustration et de l'attente. L'inversion est d'autant plus appréciable qu'elle est elle-même le fruit d'un retournement de situation. Au début du conte, en effet, c'est elle qui est enfermée au couvent, tandis que son amant s'activait pour la délivrer. Nous l'avions donc quittée enfermée, nous la retrouvons s'arrachant du rang des victimes, filant comme le vent, à cheval, de relais de poste en relais de poste, perçant les portes fermées, abattant les obstacles. Le narrateur lui-même, tout comme ses poursuivants, semble peiner à la suivre. Voltaire multiplie les asyndetes, cette figure de style qui consiste à supprimer les liens logiques, mais aussi les verbes d'action pour l'attraper au vol, même si elle reste proprement insaisissable. Écoutez. Sa résolution prise, elle est consolée, elle est tranquille, elle ne rebute plus son sot prétendu, elle accueille le détestable beau-père, caresse son frère, répand l'allégresse dans la maison. Mais soudain, au chapitre 14, le narrateur revient à la Bastille où il avait laissé l'ingénu. Et paradoxe, c'est dans sa prison que l'ingénu se libère, qu'il parvient à parachever son éducation d'homme éclairé et conscient, capable de considérer son interlocuteur avec une confiance hardie, dit l'auteur.
Entre les chapitres 13 et 14, les rôles sont donc inversés. Certes, chacun s'émancipe, elle par l'action, lui par la réflexion et le dialogue. Théoricien de la littérature, décédé l'an dernier, le Suisse Jean Starobinski, dans un article publié en 1966, intitulé « Le fusil à 2 coups de Voltaire », article resté célèbre, part de l'analyse d'une phrase qui joue des effets de symétrie et d'asymétrie pour arriver à la conclusion que principe de binarité structure chaque niveau du conte, voire constitue la quintessence de son esprit, écrit-il, l'état final de sa philosophie, ce sont ses mots. Il nous invite à relever tout ce qui joue de ces effets très nombreux dans ces 2 chapitres et à essayer de comprendre comment ils peuvent construire une vision du monde autant qu'une morale philosophique. Dans ce moment charnière, tout joue des parallèles en même temps que des oppositions. D'un côté, une course échevelée, de l'autre, une prison. D'un côté, une scène d'action, de l'autre, une scène de dialogue. D'un côté, une confrontation aux jésuites, de l'autre, une confrontation à un janséniste. Ce jeu de miroir résout alors l'énigme de la succession des chapitres 13 et 14, mais ne répond pas à celle du croisement des fils narratifs entre les chapitres 13, 14 et 15, ni d'ailleurs à la question de savoir pourquoi la prison du Huron s'intercale dans la course de la Saint-Yves entre le mouvement de son envol et celui de sa chute. France Culture. En français dans le texte, Olivia Gesbert. Alors, pour comprendre, poursuivons l'analyse de l'ingénu de Voltaire préparée par Ingrid Marie, professeure de lettres modernes au lycée Gustave Monod d'Enghien-les-Bains. Dans un ensemble comprenant les 3 chapitres, on se rend compte que le mouvement libérateur qu'expérimentent les 2 protagonistes est un plateau nécessaire mais fragile. Qu'est-ce que la liberté ? Comment expliquer que c'est au moment où l'ingénu est le moins libre, entre 4 murs, qu'il se sent le plus libre ? Comment expliquer qu'en se défaisant des liens qui l'enserrent, Mademoiselle de Saint-Yves va s'enliser dans un piège encore plus grand, conçu pour le plaisir des puissants ? Voltaire, avec le lecteur, fait cet ironique constat. L'acte d'enchevêtrer les intrigues permet de rendre sensible cette fragilité. Essayons d'imaginer chaque personnage comme un mouvement. Celui de la jeune femme, dans les chapitres 13 et 15, va de la prison, du couvent et des conventions sociales vers l'émancipation, puis retombe dans le goulet étroit des dites conventions. Celui de l'ingénu, chapitre 14, va de la prison vers l'affirmation du principe même de liberté, celle de l'esprit qui s'affranchit. Toute la belle énergie mise par Mademoiselle de Saint-Yves pour se libérer n'est-elle qu'une illusion ? Il semble bien que ce soit vers quoi elle tend. Dès le début du chapitre 15, nous savons que Mademoiselle de Saint-Yves finira dans la gueule du loup. Ainsi va le monde, et cette attente est signalée plus en amont au moment même où elle se libère. Le chapitre 13 joue alors le rôle d'une prolepse, ce procédé littéraire qui permet de raconter d'avance un événement qui n'interviendra que plus tard dans la narration. Souvenez-vous, Voltaire écrit « Elle résolut d'aller elle-même prendre des informations à Versailles, de se jeter aux pieds des ministres, si son mari était en prison, comme on le disait, et d'obtenir justice pour lui. Je ne sais quoi l'avertissait secrètement qu'à la cour, on ne refuse rien à une jolie fille, mais elle ne savait pas ce qu'il en coûtait. » L'intervention discrète du narrateur, avec cette formule « je ne sais quoi », permet de constater que c'est au moment où elle prend une résolution libératrice qu'elle s'enferme dans un destin que le lecteur ne manquera pas d'identifier. Son obstination à se défaire des préjugés ne peut aboutir qu'à se faire rappeler à l'ordre que lui impose sa condition de femme. Le chapitre 15, quant à lui, joue des codes du roman libertin pour souligner cette fatalité. Une jeune provinciale convoquée par un puissant, sa beauté comme une tentation, la facilitatrice qui introduit l'innocente chez Saint Pouange, s'ajoute à cette donne ambiguë, à ce contexte trouble, une atmosphère de secret. Toutes 2 cachées dans leur coiffe, écrit Voltaire. L'antichambre, le cabinet, l'arrière-cabinet. Et puis vous noterez aussi que l'attente se prolonge. « Revenez ce soir, lui dit-il, vos affaires méritent qu'on y pense et qu'on en parle à loisir. Il y a trop de monde ici. » Enfin, vous noterez les périphrases qui miment la lutte en cours entre le prédateur et sa proie. Non sans humour, pendant que la jeune fille se débat pour éviter l'évidence, sa compagne, restée dans l'antichambre, feuillette son pédagogue chrétien en se demandant « Mais mon Dieu, que peuvent-ils faire là depuis 2 heures ?» La distance ironique, ici à l'œuvre, met le lecteur assez mal à l'aise. Sa conscience lui impose de voir les choses telles qu'elles sont, ni parfaitement légères, ni parfaitement tragiques. Reste le contraste de sujets libres
libre, la belle Saintive est réduite au rôle attendu et humiliant d'objet du désir prédateur. Écoutez, un classique de notre patrimoine littéraire, puis l'analyser, c'est En français dans le texte, aujourd'hui, L'ingénu de Voltaire. Et nous disions donc deux parcours inversés. Mais qu'est-ce qui nous rend libres ? Voltaire n'est pas catégorique sur cette question. Jean Starobinski pense que cette indécision est au fondement de l'ironie voltairienne. L'action de Mademoiselle de Saint-Yves n'est pas inefficace puisqu'on apprend plus tard qu'elle permet de délivrer son amant. Le lecteur apprend aussi, au chapitre 20, que l'ingénue va valoriser le sacrifice auquel elle a consenti. C'est contre le vrai coupable qu'il s'emporte, c'est-à-dire contre Saint-Pouange. Mademoiselle de Saint-Yves est visiblement aux prises avec d'autres démons. Elle est, on l'a vu, une femme énergique, douée de raison, animée par des valeurs généreuses. Quand Saint-Pouange lui propose d'ordonner une lettre de cachet contre son frère, elle la lui refuse par principe. Ce qui la ronge et finit par la faire mourir, c'est surtout l'intériorisation des préjugés moraux, la vertu des filles réduite à leur chasteté, la culpabilité de la victime. Elle croyait que c'était un crime horrible de le trahir pour le servir. En fin de compte, sa perte tient autant à des facteurs extérieurs et à la laideur du monde qu'à une prison intérieure. À cet égard, intercalé un dernier épisode et sous forme d'accomplissement, des aventures de l'ingénue embastillées à l'intérieur même du récit de l'ascension brisée de la Saint-Yves pourraient être révélateurs d'une réflexion sur la notion de liberté. Les deux héros, nous l'avons dit, sont pris dans le même mouvement de libération. Les mouvements des chapitres 13 à 14 sont parallèles, alors que les chapitres 14 et 15 proposent des trajectoires inversées. Son lent travail de métamorphose dans cette prison cocon, la vertu des dialogues avec le janséniste au chapitre précédent, permettent aux Hurons d'avoir ce courage, cette confiance hardie, parfaitement spectaculaire pour le lecteur. À deux reprises dans ce chapitre, il conçoit et énonce des raisonnements sur les prétendues vérités cachées de la religion et sur l'injustice de son incarcération. Par le jeu des parallélismes entre constructions complexes, Voltaire théâtralise cette rigueur. Cette majorité est d'autant plus aisée à atteindre que, dit le narrateur, l'ingénu a grandi sans préjugés. Il voyait les choses comme elles sont, au lieu que les idées qu'on nous donne dans l'enfance nous les font voir toute notre vie comme elles ne le sont point. Tandis que Mademoiselle de Saint-Yves se voit renvoyer, elle, au statut de mineure, comme l'exprime très bien sa dévote compagne. Nous autres, pauvres femmes, nous avons besoin d'être conduites par un homme. La minorité, contrairement à la majorité, telle que l'évoque Voltaire, la minorité doit se comprendre dans le sens où l'entend Kant, c'est-à-dire cette incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui. Alors quelle morale nous propose ce conte philosophique dans ce petit entrelac momentané des intrigues ? Logique de symétrie et logique adverse, dans ces trois chapitres, nous sommes invités à nous interroger sur la conduite du monde et les manières de nous y inscrire. Il ne s'agit pas d'une morale définitive, de celle qu'on a trop souvent voulu prêter au conte de Voltaire. Starobinski nous invite à regarder au contraire dans le conte quelque chose de plus subtil, à le considérer comme une façon de construire une prise de conscience ironique, libre, joueuse et dégagée, selon laquelle le monde cloche, c'est son mot, le monde boite. Dans ce monde, des actions symétriques n'ont jamais les mêmes effets, et c'est cela même qui lui assure d'être toujours en mouvement. Merci beaucoup à Ingrid Marie, professeure de lettres modernes au lycée Gustave Monod d'Enghien-les-Bains pour son analyse précieuse de ce texte, extrait de l'ingénu de Voltaire. Et maintenant tous à vos livres, et si vous le souhaitez, dans quelques instants, suivez avec nous la grande dictée de Rachid Santaki. Une invitation à renouer avec les mots à travers cet exercice pas noté et donc sans contrainte ni regret, juste le plaisir d'écrire et de participer. Et c'est juste après ça, Blue Monk de Thelonious Monk.
C'est un inédit de Thelonious Monk, l'album Palo Alto est dans les bacs, un concert historique sur le campus de cette grande école donné par l'un des plus grands pianistes de jazz au lendemain de l'assassinat de Martin Luther King en 68. France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. Je vais te poser une question. Les mots compliqués sortent d'où, à ton avis? Du cerveau de grands esprits? D'accord. Qu'est-ce que tu vois? Des mots compliqués que je ne connais pas. Ah, regarde bien. Comment appelle-t-on l'énergie dégagée par le soleil? Solaire. Donc, que signifie le mot sol? Soleil. Et dans le mot terraneus, il y a quoi? Terrain. Qui vient de terre. Soliterraneus veut dire le soleil et la terre qui combinent leurs effets. Donc, les mots composés ou difficiles viennent d'où? Des mots courants. Et combien de mots courants connais-tu? Des tonnes. Oui, et tu devras encore en apprendre beaucoup plus. Tu devras te familiariser avec les mots grecs. Les mots qui trouvent leur origine dans le latin, l'anglais, l'espagnol. Et quand tu les connaîtras par cœur, tu pourras les épeler tous, même les plus compliqués. Voilà, je veux entendre autant d'enthousiasme dans votre voix, Rachid Santaki, aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Olivia. Bonjour, extrait du film Les mots d'Aquila, un film américain sorti il y a une dizaine d'années où une élève des quartiers défavorisés de Los Angeles s'inscrit à une sorte de concours d'orthographe, d'éloquence, le Spelling Bee, et où le professeur tente de lui apprendre qu'un mot compliqué n'est jamais finalement autre chose que la somme de plusieurs mots simples. À la dictée, pour vous accompagner aujourd'hui, le dessinateur et auteur de bande dessinée Jules. Il publie chez Dargaud le nouvel opus de sa série Silex and the City, une livraison qui arrive à point nommé à la veille de Noël, où l'on retrouve sa famille .com dans la dérive des confinements. Clin d'œil, vous l'aurez compris, à la crise sanitaire actuelle. Bonjour Jules. Bonjour. J'ai bien dit la dérive des confinements, hein. C'est ça. Voilà, déjà, on sent qu'il y a un professionnalisme qui pointe. Oui, on sent que depuis quelques mois, on est un peu accaparé par un sujet, la crise sanitaire. Oui, il faut s'en libérer, c'est ça, par le rire. C'est une vertu vaccinale, quasiment. Par le rire et par les mots, hein. Vous êtes, vous, un normalien, agrégé d'histoire. On imagine que la dictée est un exercice qui ne vous fait même pas peur, avec laquelle vous aurez... Ça me fait très, très peur. J'étais dans un système, dans les petites classes, où il n'y avait pas de, très alternatif, très 68 arts, où la dictée, c'était quelque chose de trop contraignant. Et donc, on avait le droit d'écrire les mots comme on voulait. Donc là, je vais essayer de me montrer digne de tout ça. Donc, vous n'avez pas fait beaucoup de dictées dans votre vie? J'en ai quasiment jamais fait. Donc, vous n'aurez pas de plaisir à renouer avec cet exercice? En revanche, non, voilà, mais c'est le plaisir de la découverte. C'est déjà ça, c'est beaucoup. Vous êtes fils de prof, hein. Alors pourtant, on imagine quand même qu'à la maison, savoir écrire, bien écrire, l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, c'était quand même important. Oui et non, parce qu'encore une fois, c'est cette petite période historique où l'expression de la créativité de l'enfant primait sur la conformité, je dirais, aux règles d'orthographe et de conjugaison. Et donc, voilà, j'ai pas du tout fréquenté le Becherel, et donc c'est un peu au pifomètre. Mais à force de lire, en fait, il y a une espèce d'expérience qui se met en place. Donc, on va voir si mes lectures m'aideront. Une école sans contrainte, depuis, vous avez appris à aimer la contrainte ou pas? Je sais pas si en ces temps de Covid et d'attestation dérogatoire de sortie, on peut dire qu'on aime la contrainte, je veux dire. On va dire la contrainte créative. Voilà. Non, mais c'est-à-dire qu'effectivement, je suis un fan de l'Oulipo et donc, en fin de compte, oui, quand il y a beaucoup de règles, c'est très amusant de s'en affranchir avec mesure. Rachid Santaki, est-ce que vous avez prévu, penser à une dictée corsée pour notre invité Jules? Quel texte avez-vous choisi? Alors, j'ai choisi un extrait de L'île mystérieuse de Jules Verne. Ah, pourquoi Jules Verne? Jules Verne, j'étais dans la simplicité aujourd'hui, Olivia, je suis désolé. Très bien joué. Jules Verne, extrait de L'île mystérieuse. C'est un texte que vous connaissez, Jules? Je l'ai pas lu, L'île mystérieuse, mais j'étais un fan inconditionnel de Jules Verne, malgré tout, j'en ai lu pas mal. Il y avait la collection Folio, dont les couvertures étaient illustrées par Bilal, ce qui m'a fait rentrer à la fois dans la BD et dans le roman, simultanément, quasiment. Alors je vais vous dire comment ça va se passer. Une première lecture par Rachid pour se mettre le texte dans l'oreille, une seconde pour noter et une troisième ensemble pour corriger, voilà pour le rappel des règles. Aujourd'hui donc L'île mystérieuse de Jules Verne. Rachid Santaki, on vous écoute pour une première lecture. Cet appareil, muni d'un puissant objectif, était très complet. Substance nécessaire à la reproduction photographique, collodion pour préparer la plaque de verre, nitrate d'argent pour la sensibiliser,
hyposulfate de soude pour fixer l'image obtenue, chlorure d'ammonium pour baigner le papier destiné à donner l'épreuve positive, acétate de soude et chlorure d'or pour imprégner cette dernière. Rien ne manquait. Les papiers même étaient là, tout chlorurés, et avant de les poser dans le châssis sur les épreuves négatives, il suffisait de les tremper pendant quelques minutes dans le nitrate d'argent étendu d'eau. Le reporter et son aide devinrent donc en peu de temps d'habiles opérateurs et ils obtinrent d'assez belles épreuves de paysage. Point de suspension et fin de cette dictée. Je vais donc effectuer la seconde lecture. Très bonne dictée à nos participantes et participants, ainsi qu'à notre invité Jules. Cet appareil, virgule. Cet appareil, virgule, muni d'un puissant objectif, virgule. Cet appareil, virgule, muni d'un puissant objectif, virgule, était très complet, point. Cet appareil, virgule, muni d'un puissant objectif, virgule, était très complet, point. Substance nécessaire, substance nécessaire à la reproduction photographique, virgule, substance nécessaire à la reproduction photographique, virgule, collodion pour préparer, collodion pour préparer la plaque de verre, virgule, collodion pour préparer la plaque de verre, virgule, nitrate d'argent pour la sensibiliser, virgule. Je répète, collodion pour préparer la plaque de verre, virgule, nitrate d'argent pour la sensibiliser, virgule. Hyposulfate de soude pour fixer l'image obtenue, virgule. Hyposulfate de soude pour fixer l'image obtenue, virgule. Fin de la dictée pour les écoliers. Est-ce que tout va bien jusqu'ici pour vous, Jules? Tout va bien. Mais je vous rappelle que j'ai fait A1 qui était lettres et maths et j'ai pas du tout fait chimie, hein, mais bon. Mais vous allez vous y mettre. Voilà. Chlorure d'ammonium. Chlorure d'ammonium pour baigner. Chlorure d'ammonium pour baigner le papier destiné à donner. Chlorure d'ammonium pour baigner le papier destiné à donner l'épreuve positive, virgule. Le papier destiné à donner l'épreuve positive, virgule. Acétate de soude et chlorure d'or, je répète, acétate de soude et chlorure d'or pour imprégner cette dernière, virgule. Acétate de soude et chlorure d'or pour imprégner cette dernière, virgule. Rien ne manquait, point. Rien ne manquait, point. Les papiers mêmes étaient là, virgule. Les papiers mêmes étaient là, virgule. Tout chloruré, virgule. Les papiers mêmes étaient là, virgule. Tout chloruré, virgule. Et avant de les poser,
Les papiers mêmes étaient là, virgule, tout chloruré, virgule. Et avant de les poser dans le châssis, sur les épreuves négatives, virgule, dans le châssis sur les épreuves négatives, virgule, il suffisait de les tremper. Pendant quelques minutes. Dans le nitrate d'argent. Il suffisait de les tremper pendant quelques minutes dans le nitrate d'argent étendu d'eau. Point. Dans le nitrate d'argent étendu d'eau. Point. Le reporter et son aide devinrent donc, virgule, le reporter et son aide devinrent donc, virgule, en peu de temps, virgule, le reporter et son aide devinrent donc, virgule, en peu de temps, virgule, d'habiles opérateurs, virgule, en peu de temps, virgule, d'habiles opérateurs, virgule, et ils obtinrent d'assez belles épreuves de paysage, je répète, d'habiles opérateurs, virgule, et ils obtinrent d'assez belles épreuves de paysage, point de suspension et fin de cette seconde lecture. Merci beaucoup Rachid Santaki. Certains auditeurs nous demandent une troisième lecture pour se corriger au fil de ces mots. Alors si vous permettez, peut-être je vais profiter d'être ici en studio pour vous la donner, cette lecture. Cet appareil, muni d'un puissant objectif, était très complet. Point. Substance nécessaire à la reproduction photographique, virgule, collodion pour préparer la plaque de verre, virgule, nitrate d'argent pour la sensibiliser, hyposulfate de soude pour fixer l'image obtenue, virgule, chlorure d'ammonium pour baigner le papier destiné à donner l'épreuve positive, virgule, acétate de soude et chlorure d'or pour imprégner cette dernière, virgule, rien ne manquait. Point. Les papiers même étaient là, tout chlorurés, virgule, et avant de les poser dans le châssis sur les épreuves négatives, virgule, il suffisait de les tremper pendant quelques minutes dans le nitrate d'argent étendu d'eau. Point. Le reporter et son aide devinrent donc, virgule, en peu de temps, virgule, d'habiles opérateurs, virgule, et ils obtinrent d'assez belles épreuves de paysage, 3 petits points. Comment ça s'est passé, Jules, pour vous, avec ce vocabulaire assez technique ? Oui, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à faire confiance à la simplicité dans le vocabulaire technique. Donc j'ai été un peu pingre sur les H. Donc j'aurais dû mettre davantage de coups de hache, mais voilà, là où je pensais mettre des H, j'en ai jamais mis. Bon, mais il doit y avoir aussi des M qui se doublent, des Y qui se glissent à travers ce vocable assez technique, donc utilisé ici par Jules Verne. Jules Verne, on le sait, qui était quand même un passionné d'innovation. Je ne sais pas s'il avait fait A1 ou pas, comme vous, Jules. Français, philo, mathématiques en dominante. Mais on sait en tout cas qu'il était passionné de progrès scientifiques, progrès qui lui était d'ailleurs contemporain, avec une passion pour la photographie, ici dans ce texte qui est expliqué de manière très didactique. Et on sait aussi que Jules Verne se documentait beaucoup. C'était un gros bosseur, il prenait beaucoup de notes en feuilletant les revues scientifiques et ça nourrissait ses livres, ses romans. On retrouve ça dans ce texte dont est extrait votre choix de dictée, Rachid Santaki, L'île mystérieuse, paru en 1875, avec ce personnage de l'ingénieur Cyrus Smith. Voilà, il est le passeur de connaissances dans cet extrait. On va revenir sur les mots qui ont pu poser problème. Première phrase, cet appareil. Appareil, Jules ? 2P, A-R-E-I-L. Alors, ne commencez pas par faire bah, comme si tout était évident. Pareil. Faisons semblant quand même qu'il y ait un certain niveau de difficulté. Cet appareil. T2F. Ouais.
Muni du coup au masculin, I, d'un puissant objectif, on n'oublie pas le T à puissant, qu'on a bien indiqué par la liaison, Rachid, était très complet, C-O-M, avant le P, L-E-T, point, substance. Vous l'écrivez comment, Jules? Ah, moi j'ai mis au pluriel parce qu'il y en a plein après. A raison, alors. Bon. À la reproduction photographique. Vous voulez, Rachid, nous dire comment s'orthographie et ce que signifie cette suite de mots un peu techniques, collodion, nitrate, hyposulfate. Je vous laisse la parole. Collodion, donc CO2LODION, et donc c'est un nom masculin. C'est une solution de nitrocellulose dans un mélange d'éther et d'alcool. Ensuite, nitrate, NITRATE, un nom masculin, et c'est du sel de l'acide nitrique. Enfin, hyposulfate, donc HYPOSULFATE, nom masculin, sel d'acide hyposulfurique. Ensuite, ammonium, A2MONIUM, nom masculin, radical de base des sels ammoniaco. Voilà pour ces substances, enfin une partie puisque d'autres arrivent derrière. Ouais, et notamment acétate de soude et chlorure d'or. Vous avez fait des fautes jusqu'ici, Jules, à collodion, hyposulfate, chlorure d'ammonium avec 2 M. Oui, ça m'énerve, la collodion, j'ai mis qu'un seul L. Parce que je pensais à colostrum. Moi, je suis meilleur en puériculture avec les problèmes de bébé que le problème de photographie. Nitrate, vous avez mis un T, enfin à chaque Alors fois le un reste T. c'est bon, hyposulfate, tout ça. Donc vous avez chlorure pensé au d'ammonium. H d'hyposulfate. Oui. Mais c'est mon côté hippocane, vous voyez. Oui, mais vous disiez que vous aviez banni les H de cette dictée. Oui, attends, c'est vrai. J'ai mis des petits coups de hache par-ci par-là, en bon serial killer. Chlorure d'ammonium avec 2 M à ammonium, vous y avez 2 pensé? M. Ouais. Voilà. Et pourquoi vous avez mis 2 M à ammonium? C'est Je juste. sais pas s'il y a beaucoup de mots Ammon où il y a un seul M, à part le dieu égyptien. Pour baigner le papier destiné à donner, donner, là, on est avec le verbe transitif ER à la fin. L'épreuve positive, acétate, A-C-E-T-A-T-E. Jules, ça vous convient? Ah oui, là il y a pas de H quand même. Non. Ça va. Ouais, c'est bon. Et c'est un C, pas des S, doublé. Vous l'avez écrit comme ça? Oui. Très bien. Vous trichez pas, hein. Si jamais il y a une faute, vous annotez Ah bah sur je le vous ai côté. dit déjà, j'ai confessé mon collodion là. Très bien. Acétate de soude et chlorure d'or. Chlorure. Allez-y, Jules. Ouais, chlorure quoi, quand même. CHLO-RURE. Très bien. Voilà. Pour imprégner cette dernière, rien ne manquait. Est-ce qu'il y a des questions dans cette phrase que vous vous posez qu'on n'aurait pas précisé, indiqué, Jules? Imprégné, I-M-P-R-E-G-N-E-R, cette dernière, virgule, rien ne manquait, A-I-T, à la fin de manquait. Voilà. Des zones d'ombre pour vous, Jules? Ça va pour l'instant. Alors on continue. Les papiers au pluriel, même, sans trait d'union, entre les papiers même, étaient là. Vous avez écrit avec un trait d'union? Ah bien sûr. Bon, là vous l'enlevez, vous mettez une faute. Mon côté union là. Les papiers même étaient là, étaient A-I-E-N-T, là. Donc, pour indiquer le lieu, tout chloruré, C-H-L-O-R-U-R et accent aigu S. Et avant de les poser, E-R, dans le châssis, comment vous écrivez le châssis? Alors moi, j'ai mis un accent circonflexe et 2 S-I-S. C'est exactement ça. 2 S-I-S pour ce nom masculin. Le châssis, sur les épreuves négatives ES, il suffisait de les tremper T-R-E-M-P-E-R, pendant quelques minutes, avec un S à minute et à quelques, dans le nitrate d'argent étendu d'eau, c'est le nitrate, donc étendu, ne s'accorde pas, c'est U à la fin, pas de E, pas de S, tout va bien. Le reporter et son aide devinrent, vous l'écrivez? E-N-T. Très bien, donc, en peu de temps, d'habiles opérateurs. Bon, là, on a fait la liaison, donc ça vous guide. Habile, H-A-B-I-L-E-S, plus loin, opérateur. Et ils obtinrent, on a un nouveau passé simple, O-B-T-I-N-R-E-N-T, d'assez belles épreuves de paysage. Alors, est-ce que vous mettez des S à belles épreuves et paysages? Les épreuves, j'ai mis des S partout. Et paysages? Aussi. Pourquoi? Oui, pourquoi? C'est l'intuition. C'est mon goût de la nature. C'est mon côté enfant sauvage. Eh ben, c'était juste, en tout cas, dans la manière dont Verne a choisi de l'écrire. Jules, difficile? Voilà. Non, mais j'ai appris des trucs, cette histoire du collodion de zèle, là. Deux fautes?
Alors, est-ce qu'on compte le tirer comme une Bien faute ou sûr. une demi-faute? Non, Une faute pleine. Oh non, mais alors là, c'est vachard, hein. Si. 1,5 en plus, c'est un peu entre deux. On va y aller carrément, non? Est-ce que vous en voyez d'autres? Bah, normalement, je suis bon, hein. Ok, alors parfait. C'est une affaire réglée, cher Jules. 2 fautes. Et je rappelle aux auditeurs de France Culture, à ceux qui nous écoutent et qui suivent en français dans le texte aujourd'hui, que l'ensemble de la correction sera, elle aussi, en ligne à retrouver sur notre site. Si certains points vous ont posé questions ou difficultés, vous pouvez, n'hésitez pas à les vérifier. Rachid Santaki a mis tout pour vous avec l'aide de Catherine Donnet et de Sandrine Chaperon sur la page du site. Cher Jules, 2 ans après, L'homme de Cro-Macron paraît donc le 9e tome de votre série Silex and the City, intitulé La dérive des confinements, où on retrouve cette famille .com en prise avec une terrible crise sanitaire. On est en 400 000 avant Jésus-Christ, c'est loin, et en ce temps-là déjà, aucun ado n'avait envie de se retrouver reclus avec ses vieux. Confiné dans une grotte avec mon frère et mes parents, je préfère me jeter direct sous une météorite. De votre côté, vous avez été confiné aussi. C'est une bande dessinée qui est née de ce confinement? Oui, c'est très autobiographique. Comme Silex and the City en général, moi, vous le disiez, je suis fils de prof. Et donc, ces 2 profs, elle qui est prof de préhistoire géo, lui qui est prof de chasse, ils se retrouvent à devoir enseigner la sélection naturelle en distanciel. Et déjà, en 40 000 avant Jésus-Christ, c'était pas commode. Et moi, j'ai été enfermé avec mes enfants aussi, qui en pouvaient plus. Ils étaient prêts à se jeter sous une météorite à force de voir ma tête tous les matins. Et comme un petit peu ces personnages préhistoriques, on a appliqué les gestes barrières, on a bien tout écouté, on a déplacé les stalactites de la grotte à 1,50 m les uns des autres, quitte à nager dans l'absurde, comme on le fait encore parfois un petit peu aujourd'hui. Alors la pandémie a vu fleurir tout un vocabulaire inusité. Vous avez déjà évoqué présentiel jusqu'ici, parce que ces mots n'avaient pas lieu d'être, comme confinement ou distanciation sociale. Et puis pas mal d'anglicismes aussi. On pense tout de suite à Cluster, l'un des premiers qui est intervenu dans notre quotidien et dans notre langue courante. Vous trouvez ça assez fascinant, comment des périodes aussi compliquées, difficiles, sombres soient-elles, puissent faire émerger tout un répertoire? Est-ce que c'est fascinant pour l'auteur que vous êtes? Je sais pas si c'est fascinant ou si c'est effrayant, parce que en même temps on se rend compte que la plupart de ces nouveaux mots que moi j'utilise, parce que mon travail il est un peu comme ceux des psys, ou c'est-à-dire d'aller chercher un peu sous les lapsus, sous les slogans, sous les choses toutes faites qu'on répète un petit peu comme des idiots, la réalité des choses. Et on se rend compte qu'effectivement tous ces nouveaux mots qui nous ont environnés, et que moi j'aime bien dans Silex and the City tourner en dérision, très souvent c'est un peu des mots pour nous contraindre. Donc, et l'idée c'est de retrouver un petit peu de liberté par rapport à tout ça, et notamment tout ce vocabulaire administratif qui était quasiment un truc soviétique, un peu oublié, mais les attestations de déplacement dérogatoire, du coup ça se transforme en attestation d'évolution dérogatoire. Alors c'est évolution à moins de 20 km de son domicile, évolution pour raison impérative, et donc toutes ces espèces de petits trucs, même avant l'invention de l'écriture en 40 000, on a une passion de la paperasse. Le mot que vous aimez le plus quand même dans ceux que vous avez entendu apparaître, ou celui qui vous pique le plus les tympans? À vrai dire, il y en a trop. C'est une boîte Quality Street, vous voyez, avec des bonbons qui sont plus clinquants les uns que les autres et plus dégueulasses une fois qu'on les a mangés. Donc, c'est difficile d'en choisir un. Bon, on vous offrira pas une boîte de mots pour Noël, alors, sous le sapin? Ou alors des bons vieux mots comme ça, un peu vintage, qu'on aime. Que vous aimez bien aussi manier, ce plaisir d'auteur, celui de jouer avec les mots, parce que ça c'est présent dans toutes vos bandes dessinées, dans tous vos albums, Jules. Est-ce qu'il est d'abord aussi un plaisir de lecteur? C'est ce que vous alliez chercher chez les auteurs que vous aimiez? On parlait de Jules Verne tout à l'heure, qui a son propre langage d'ailleurs, une langue aussi très stylisée et très marquée. Ça c'est un plaisir de lecteur, enfin en tout cas le plaisir d'auteur est né de ce plaisir de lecteur? Oui, en fait, je fais pas partie des gens qui sont d'abord fascinés par la narration, en fait, et l'action. Contrairement à mes enfants, peut-être, qui sont juste des passionnés de fantasy, de choses comme ça. J'ai toujours été vachement sensible à la poésie, en fait, d'une langue. Et en fin de compte, aujourd'hui, je me rends compte que ce que je lis quasiment le plus, c'est de la poésie. J'apprends un nouveau poème chaque semaine. À la fois, c'est une espèce de lutte contre Alzheimer, l'érosion générale, et puis l'esprit funeste des temps. Donc probablement, oui, ce sens des mots comme ça et de la scansion, ça reste quelque chose de super important. Là, vous tendez quand même un peu la perche. Vous savez qu'en français, dans le texte, on adore les classiques, on adore les mots. Alors, quel est le dernier poème que vous ayez appris par cœur? Alors, il y en a un que je suis en train d'apprendre de Max Jacob, avec ce vers extraordinaire qui est « Qui m'a pris mon Dieu dans la plaine, le vent, le vent, le vent, le vent ».
C'est dingue, non? Est-ce que le dictionnaire est une pièce maîtresse de votre bureau, de votre chambre de travail? J'ai un peu perdu le fil du dictionnaire à cause des outils numériques, parce qu'il y a toujours ces propositions de mots qui surgissent sur les écrans d'ordi. Mais je suis quand même pas mal entouré de dictionnaires, et notamment de dictionnaires d'autres langues, parce que j'ai toujours bien aimé aussi apprendre d'autres langues, et je m'en sers encore pas mal, ça. On imagine, à travers la lecture de vos BD et de vos albums, que vous puisez aussi beaucoup de votre langue d'auteur dans la rue, dans les cafés, dans les conversations que vous pouvez avoir. Et c'est le cas avec tout ce nouveau vocable qu'on trouve dans La dérive des confinements, dans ce dernier tome de Silex and the City. Oui, c'est ça. Et surtout, en fait, moi, je travaille jamais aussi bien que dans les cafés, dans le métro. Alors, les cafés, c'est un petit peu limité maintenant, mais effectivement, j'entends la façon dont les gens parlent, les sociolectes, en fait, comme diraient les anthropologues, selon les milieux, selon les âges. Et depuis qu'en fait la série est transposée en dessin animé, c'est-à-dire depuis pas mal d'années maintenant sur Arte, j'ai en plus les voix des comédiens qui se superposent à mes personnages de dessin sur la page, et donc ils m'aident à les rendre encore plus vivants. Donc dans La dérive des confinements, j'avais Noémie Delattre, j'avais Joséphine Demeaux qui me parlaient à l'oreille et qui me chuchotaient un peu la façon de raconter les choses. Vous êtes encore confiné aujourd'hui chez vous, comme vous, Rachid Santaki, en Seine-Saint-Denis. On est séparés, pas ensemble, pour cette dictée du mois de décembre. Mais merci beaucoup à tous les deux de vous être prêtés au jeu, comme les auditeurs de France Culture, cher Jules, de cette dictée imaginée par Rachid Santaki et donc extraite de Jules Verne. Merci à tous les deux. Je rappelle le titre de ces deux bandes dessinées, le 9e tome de votre série Silex and the City chez Dargaud, intitulé La dérive des confinement, et apparu par ailleurs Les aventures de Lucky Luke d'après Maurice, volume 9, un cow-boy dans le coton. Merci beaucoup à tous les deux. Tout de suite, c'est l'anagramme d'Étienne Klein. Et bonjour Étienne, avec quel mot avez-vous choisi de jouer aujourd'hui au Chamboultou? Bonjour Olivia, aujourd'hui je voudrais vous parler du futur. Il faut savoir honorer ses maîtres. En matière d'anagramme, il en est un qui est devenu incontestable. J'ai nommé le grand Jacques Périssalkov, qui vient de faire paraître chez Actes Sud un nouvel opuscule, cette fois avec Laurence Castelin, intitulé « Anagramme dans le boudoir ». On y parle d'amour tantôt fripon, tantôt solennel, tantôt grivois, cru, insolite, exalté. On y voit surtout que la langue de Molière porte en germe le génie de l'amour, qui n'est autre que son anagramme. Il faut évidemment tout lire, découvrir les 128 anagrammes que contient ce joli petit livre illustré par Stéphane Trappier, mais je ne peux pas résister au plaisir de vous en citer une, la première, qui est une invitation à pacifier l'avenir. Faites l'amour, pas la guerre, a pour anagramme, l'orgasme apaisera le futur. Merci beaucoup Étienne Klein, votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr. C'était En français dans le texte, émission préparée par Catherine Donnet et Sandrine Chaperon. À la réalisation, Mydia Portis-Guérin, avec à la technique aujourd'hui, Clara Galivelle. Très belle fin de journée à tous sur France Culture.